Auditeurs et téléspectateurs, merci de suivre l'ONAMA. Nous recevons l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Li Jingjin. C'est dans le cadre des 100 ans de la création du Parti communiste chinois. Excellence, merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. Bienvenue à l'ambassade. Et pour conduire cet entretien, nous sommes deux. Il y a moi-même Adef Ahmad Benrahma et Mamanour Adoum Sougoumi. La République populaire de Chine s'apprête à célébrer le 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois, PCC. Dites-nous, Monsieur l'ambassadeur, comment est né ce parti? Avant tout propos, je voudrais vous remercier d'avoir cette idée de m'interviewer sur cette célébration très importante du 100e anniversaire de la création du PCC. Le Parti communiste chinois, le PCC, je vais toujours dire en bref. Et parce que vous le savez, dans le monde, il y a très peu de partis qui ont dépassé ces 100 ans. Donc, à ce que je sais, il y a 4 autres qui ont une histoire de plus de 100 ans. Mais le Parti communiste chinois, le PCC, est le seul qui a non seulement passé ses 100 ans, mais également exercé le pouvoir dans un grand pays, avec une grande population pendant plus de 70 ans. Donc là, c'est unique, une qualité, je dis unique, du PCC. Donc moi, j'ai beaucoup de plaisir de répondre à cette question, comment est né ce parti. Pour parler de la naissance du PCC, il faut absolument parler avec vous un peu l'histoire récente de la Chine. Et comme vous le savez, la Chine est une nation avec une civilisation ancienne de 5000 ans. Donc, pendant presque 20 siècles, la Chine était l'un des pays les plus avancés dans le monde, pendant 20 siècles. Et c'est ainsi que la Chine a fait une contribution considérable au progrès de l'humanité. Mais malheureusement, il y a presque 200 ou 300 ans, on voit déjà un déclin du régime féodal. Ce que je voudrais parler par régime féodal, c'est plutôt les dynasties. Donc, la dernière dynastie en Chine, c'était la dynastie de Qing. À ce moment-là, on a déjà vu un déclin de ce pays, de cette nation. Et la Chine a également, pour beaucoup de causes, raté la révolution industrielle. Donc cela explique donc ce déclin également. C'est depuis la guerre de l'opium en 1840. C'est la guerre contre l'invasion britannique. Depuis cette année-là, à cause de l'agression des puissances occidentales, donc non seulement l'invasion britannique, mais également d'autres pays occidentaux. Presque tous les pays, je dis européens, et les États-Unis après, ont fait une invasion ou bien une intervention en Chine. Et du fait de ces agressions des puissances occidentales et du déclin du régime de la dynastie, la Chine a sombré dans un état vraiment déplorable en souffrant à la fois, je dis, des troubles intérieurs et des menaces extérieures. Bon, je vous donne quelques chiffres. Infligés par la force, la Chine a signé à ce moment-là, avec les pays occidentaux, plus de 700 traités inégaux qui l'ont fait, c'était plus de 2 millions de kilomètres carrés de son territoire. 2, le peuple chinois s'est vu imposer un lourd fardeau de paiement des indemnités, ce qu'on appelle des indemnités de guerre, dont le montant, vous savez, c'est l'équivalent des recettes fiscales de l'époque sur 20 ans. Donc vous pouvez comprendre que c'est vraiment un fardeau très lourd pour le peuple chinois. Donc ces guerres incessantes ont plongé le peuple chinois dans une profonde misère.
Quand j'ai raconté cette période d'histoire, vous allez comprendre pourquoi on parle beaucoup maintenant du grand renouveau de la nation. Parce qu'il y a eu un déclin, il y a eu des agressions occidentales que la Chine a été, pendant une certaine période, se trouve dans une situation très, très misérable. Donc, à ce moment-là, vous pouvez comprendre que le peuple chinois se trouve dans la misère et des intellectuels commencent à songer comment on peut faire face à cette situation, comment sauver la Chine. Et en réponse à cette situation, il y a de diverses forces vivantes en Chine. Par exemple, il y a la classe paysanne, la classe des propriétaires fonciers, les réformistes dans en sein de la dynastie, ainsi que les révolutionnaires bourgeois ont successivement proposé et pratiqué leurs plans pour sauver le pays. Mais malheureusement, toutes ces tentatives ont échoué. Parce que, vous savez, la Chine a une tradition féodale, je dis, pendant plus de 2000 ans. Donc le féodalisme est tellement lourd que ces classes-là ne peuvent pas faire face à ce féodalisme. Et puis les pays occidentaux, les agressions de ces pays-là pèsent également très lourdement sur le peuple chinois. Donc c'est à ce moment-là qu'on pense qu'il faut trouver d'autres moyens, une autre voie pour sauver la Chine. Donc, comme vous le savez, en 1917, en Russie, il y a la révolution d'octobre. C'est après cette révolution, le marxisme-léninisme est entré en Chine. Donc c'est à ce moment-là, il y a des intellectuels avant-gardistes qui étudient le marxisme et ils ont formé des groupes d'études du marxisme dans certaines grandes villes en Chine. Et après quelques années de développement, eux, ils songeaient à créer leur propre parti. Donc, c'était en 1921 que ces groupes, je dis marxistes, qui a envoyé leurs représentants à Shanghai dans une concession française à la ville de Shanghai, ils ont tenu le premier congrès du Parti communiste chinois. Et c'est durant ce congrès que le nom de ce parti a été déterminé, le Parti communiste chinois, et leur rêve, leur objectif est fixé de réaliser, c'est-à-dire de réaliser le socialisme dans ce pays pour sauver la Chine. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de la naissance du PCC. Vous avez dit dans votre réponse tout à l'heure que la Chine a dû payer des indemnités. À qui elle a payé ces indemnités? Aux pays occidentaux. Donc les pays occidentaux ont lancé des guerres contre la Chine, mais finalement, c'est la Chine qui doit payer les indemnités de guerre aux pays occidentaux. Donc c'est ce que je dis des traités inégaux. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, la Chine est-elle devenue communiste? Bon, je vais vous raconter l'histoire après la naissance du PCC, bien sûr. C'est à partir de 1921 que le PCC a mené une lutte ardue contre tout d'abord ce qu'on appelle les seigneurs de guerre. Bon, comme vous le savez, en Chine, après la tombée de la dynastie de Qing, il y a plusieurs seigneurs de guerre qui occupent une province ou deux, qui sont soutenus normalement par un pays occidental. Donc, la Chine le PCC a tout d'abord lutté contre ces seigneurs de guerre, et après, comme vous le savez, à partir des années 30 du XXe siècle, on a vu l'agression japonaise, l'invasion du Japon en Chine. Donc le PCC
a également lutté donc avec une force, avec un effort très donc inlassable contre l'agression japonaise. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le PCC a également donc mené une guerre civile, mais c'est une guerre civile imposée par Kuomintang, par un parti qui représente les intérêts des grands fonciers, des grands propriétaires fonciers, soutenus par les pays occidentaux. Donc, il y a eu une guerre pendant, je pense, 3 ans, 4 ans. Et après cette guerre, que la Chine a déclaré la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Donc, c'est de 1921 à 1949, donc pendant ces 28 ans, c'est une lutte pour acquérir à l'indépendance de la Chine et à l'émancipation du peuple chinois. Mais ce n'est pas encore fini pour parler ce que vous appelez une Chine communiste. Moi, j'appelle plutôt une Chine socialiste. Après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, sous la conduite du PCC, nous avons donc pendant 7 ans à faire une réforme socialiste pour transformer, vous savez, les industries bourgeoises, les industries capitalistes, donc en industries étatiques, c'est-à-dire socialistes. Et nous avons également donc donné l'émancipation aux femmes. Nous avons mené une réforme, c'est-à-dire on donne de la terre aux paysans pour que chaque famille paysanne a sa propre terre. Donc c'est toute une réforme, je dis politique, économique et sociale pour former ce qu'on peut appeler un État socialiste. Donc c'est ainsi que la Chine est devenue socialiste jusqu'à ce jour-là. Un siècle dans la vie d'un parti, c'est beaucoup. Vous l'avez dit vous-même que ces partis qui ont assez duré ne sont pas nombreux. Quel bilan alors faites-vous du PCC? Bon, si je résume ce bilan du PCC et si je donne un résumé très simple, c'est plutôt le PCC a réalisé donc un exploit pour amener la nation chinoise à s'élever tout d'abord, c'est-à-dire s'élever de son déclin historique et de sa pauvreté donc historique également, avec la fondation de la République populaire de Chine. Et après, c'est la construction du socialisme. Donc on a donc jeté une base très très solide pour qu'on puisse continuer à faire progresser ce socialisme en Chine. Et deuxièmement, sous la conduite du PCC, on a réalisé cet donc changement d'un pays pauvre à un pays prospère, n'est-ce pas? Et maintenant, on est en train d'être sur la voie de marcher vers un pays socialiste moderne et puissant. Donc c'est en résumé très simple que je peux donner ce schéma-là, mais si j'entre un peu en détail, c'est l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Tout d'abord, il y a 28 ans de révolution, c'est-à-dire entre 1921 jusqu'en 1949. C'est pour plutôt acquérir à l'indépendance nationale, c'est-à-dire créer toute une nouvelle République populaire de Chine. Et après, il y a 29 ans de construction du socialisme. Et durant ces 29 ans, nous avons beaucoup d'expérience. Nous avons des acquis, mais nous avons également des échecs. C'est-à-dire le PCC a également commis des échecs comme la grande révolution culturelle. On pense que ces 10 ans, ce sont les 10 ans perdus. Donc, mais heureusement, le Parti communiste chinois a remédié à ces fautes
commise par lui-même. Donc on s'est remis sur la voie correcte de mener le pays vers un socialisme moderne. Donc c'est la construction du pays pendant 29 ans. Et après 1978, la Chine a commencé la réforme et l'ouverture. Comme peut-être vous le connaissez, c'est à partir de ce moment-là que M. Deng Xiaoping est le leader principal du PCC. Il a fait ensemble avec le comité central du PCC une décision historique de s'engager dans la réforme et l'ouverture. Donc, inaugurant ainsi une nouvelle phase de la modernisation socialiste. Nous avons introduit des capitaux étrangers et des technologies avancées. Le gouvernement chinois s'est efforcé de promouvoir la réforme de l'économie de marché, n'est-ce pas, et s'est frayé la voie du socialisme aux couleurs chinoises. Donc, c'est ce qu'on appelle le socialisme aux couleurs chinoises. Donc, à grands pas, c'est pendant ces 34 ans de réforme et d'ouverture que la Chine, à grands pas, a rattrapé le temps et l'avancement mondial. Je vous donne quelques chiffres. De 1978 à 2012, l'économie chinoise a connu une croissance, une vitesse sans précédent. Le PIB a augmenté en moyenne de 9,8% par an, alors que ce chiffre au monde, c'est d'environ 2,3%. Le PIB chinois a dépassé celui de l'Italie en l'an 2000, celui de la France en l'an 2005, celui de la Grande-Bretagne en l'an 2006, et celui de l'Allemagne en 2007 et en 2010. Enfin, la Chine a devancé le Japon pour devenir la deuxième puissance économique mondiale à partir du 2010. Donc, c'est 34 ans de réforme et d'ouverture, jeter une base, je dis, de richesse, mais également des systèmes institutionnels qui sont conformes aux réalités de la Chine et qui sont pertinents pour faire progresser la Chine vers une puissance mondiale. Et après ces 34 ans, à partir du 2012, il y a le 18e congrès national du Parti communiste chinois. Et vous savez, c'est à ce moment-là que M. Xi Jinping est devenu le secrétaire général du parti et également, bien sûr, le président de la République. Donc le PCC a démarré la construction d'un pays socialiste moderne sur tous les plans, à la nouvelle ère. Mais pourquoi on dit à la nouvelle ère? Parce qu'on pense que c'est à partir du 2012 que le socialisme chinois est entré dans une nouvelle phase. La problématique à laquelle faire face la société chinoise n'est plus celle qui oppose la demande en matériel et en culture du peuple et la productivité inférieure. Donc à ce moment-là, on ne peut plus dire qu'en Chine, il y a toujours une productivité inférieure, parce que nous avons déjà devancé quand même beaucoup de pays. La productivité s'est tellement renforcée que la Chine devient économiquement forte. La problématique est plutôt celle qui oppose l'aspiration du peuple à une vie meilleure et un développement insuffisant et déséquilibré. Donc, on pense que le développement de Chine n'est pas suffisant et il existe des équilibres entre des régions et entre des couches de population. Donc, en même temps, comme vous le savez, sur le plan planétaire, nous constatons également des changements majeurs jamais vus depuis un siècle. Donc, il y a le changement à l'intérieur de la Chine et à l'extérieur de la Chine. Donc, on pense que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Et c'est sous la conduite de M. Xi Jinping et le comité central du PCC que nous avons accompli un bond encore plus prodigieux pendant ces 9 ans
ce qu'on appelle de la nouvelle ère. Une croissance moyennement élevée de l'économie a été maintenue. Le PIB chinois a dépassé de 54 000 milliards de yuans à 100 000 milliards de yuans en 2020, représentant 18,6% du PIB mondial. Depuis plus d'une dizaine d'années consécutives, la Chine a contribué à la croissance mondiale à la hauteur de plus de 30%. Donc, elle s'installe confortablement à la deuxième place sur le podium de l'économie mondiale. L'essor de l'économie chinoise s'accompagne avec l'augmentation rapide du revenu national brut par habitant, qui a dépassé l'année dernière 10 000 $, ce qui donc fait remonter ce chiffre équivalent à un pays moyennement élevé. Donc, en même temps, comme vous le savez, la modernisation de l'agriculture a progressé à pas assurés, portant la capacité de production céréalière à 670 millions de tonnes. Et surtout, en 2021, cette année, les derniers 99 millions d'habitants ruraux ainsi que les 832 districts se sont tous débarrassés de leur chapeau pauvre. Pour la première fois depuis 5000 ans, la Chine a pu ainsi éliminer la pauvreté absolue et atteint, 10 ans en avance, les objectifs définis par le programme de développement durable de l'ONU pour 2030. Donc, vous voyez, ce sont les acquis de ces 9 ans de la nouvelle ère. Donc, c'est plutôt le bilan que je voudrais faire pour ces 100 ans. Excellence, l'expérience historique de la République populaire de Chine sous la conduite du PCC est une réussite. Alors, comment la Chine entend-elle partager ces modèles à travers la coopération internationale? Merci pour cette question, parce que c'est une question que j'ai beaucoup entendu parler. Et je voudrais donner une réponse très brève, parce que je pense que s'il existe un modèle, soi-disant modèle chinois, ce modèle correspond aux réalités de la Chine. Il ne peut pas être copié partout dans le monde. Là, c'est sûr. Une des philosophies du marxisme, je dis de base, c'est qu'il faut toujours rechercher plutôt la vérité dans la pratique. Mais la pratique est toujours étroitement liée en réalité de votre pratique. C'est-à-dire, pour un pays, il faut toujours trouver des réalités locales pour rechercher une voie pertinente pour le développement. Donc, de ce point de vue, nous n'exportons pas notre modèle. Mais cela n'empêche pas que nous voulons, bien sûr, présenter nos expériences aux pays amis pour qu'ils apprennent quelque chose de ces expériences. Mais il faut un travail, bien sûr, de conformité de ces expériences à leur propre réalité. Là, c'est nécessaire. Donc, nous n'exportons pas, surtout pas le modèle. Ce n'est pas comme, je dis, certains pays. Ils pensent que leur modèle, c'est le meilleur, c'est unique. Ce doit être, donc, faire une extension dans le monde entier. Tout le monde doit être unique et unifié. Nous, les Chinois, nous ne pensons pas. Chaque pays a ses propres réalités, a ses propres spécialités. Il faut que le peuple de ce pays trouve une voie de développement eux-mêmes. Mais quand même, pour répondre à votre question, je pense que une des, de résumé des expériences chinoises, c'est que nous ne devons pas parler trop de l'idéologie, mais c'est plutôt, on ne parle pas du communisme, du socialisme, mais au niveau international, il faut parler de la gouvernance. Donc, ce qui différencie un pays de l'autre, ce n'est pas démocratique ou non démocratique, mais plutôt bonne gouvernance et mauvaise gouvernance. Là, c'est une leçon vraiment
de la Chine, mon propre pays. Et puis, je pense que chaque gouvernement doit satisfaire également le besoin de son peuple. Et ce besoin, si je le résume, à part les expériences de la Chine, c'est plutôt la prospérité partagée commune. Ça veut dire si un pays se développe, mais il y a une couche très très riche, il y a une couche très très pauvre, ce n'est pas durable. Une prospérité partagée, cela garantit le progrès durable d'un pays, n'importe quel système, ou bien socialiste, ou bien capitaliste, mais il faut voir toujours, il faut partager la prospérité avec le peuple. Donc, pour ce faire, notre expérience, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre trois choses. Mais vous connaissez peut-être l'équilibre entre trois pouvoirs. Les Occidentaux disent souvent qu'il faut trouver un équilibre entre trois pouvoirs exécutifs, donc la justice et le Parlement. Mais notre expérience nous dit que ces trois choses, c'est plutôt les capitaux, la société et le gouvernement. Il faut trouver l'équilibre entre ces trois choses-là, les capitaux, la société, le gouvernement, pour garantir que cette prospérité soit partagée par tout le peuple. Donc, je ne recommande pas aux pays amis en développement de copier le modèle chinois, mais plutôt je les conseille à tirer des leçons des expériences de la Chine. Excellence, vous avez parlé des réalisations, vous avez parlé du bilan du PCC, mais dites-nous quelles sont les grandes transformations initiées par le Parti communiste chinois. Si je résume, donc on a réussi à transformer un pays semi-féodal, semi-colonial, en un pays indépendant avec une force et une unité de son peuple. Ça, c'est la première grande transformation. Le deuxième, c'est que nous avons établi à partir du 1956, c'est 7 ans après la fondation de la République populaire de Chine, nous avons instauré un système socialiste qui correspond aux réalités de la Chine. Donc, nous avons réussi à cette transformation la plus ample et la plus large, je dis, depuis 5000 ans, dans un pays avec une grande population. La troisième transformation, c'est plutôt, très simplement, nous avons transformé la Chine d'un pays pauvre, je dis arriéré, en un pays donc relativement prospère et avancé. Donc encore une fois, c'est ce que j'ai dit, on a rattrapé plutôt le temps du monde. Le premier objectif centenaire, c'est cette année-là. Quand on fête le centenaire du PCC, on doit réaliser une société de moyenne aisance sur tous les plans. Là, nous avons déjà réalisé avec vraiment un niveau de vie augmenté de la population. Même les plus pauvres sont soignés par le gouvernement. Donc, eux, ils sont déjà sortis de la pauvreté absolue, donc vers une vie vraiment meilleure. C'est notre principe de la prospérité partagée par toute la population. Ça, c'est le premier objectif centenaire. Le deuxième objectif centenaire, c'est le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine, c'est-à-dire en 2049, nous allons transformer notre pays en un pays socialiste moderne et puissant. Pour le moment, nous pensons que nous n'avons pas encore réalisé cet objectif-là. Nous sommes en train de faire nos efforts. Voilà, c'est la transformation au niveau de la Chine. Et la dernière transformation, à mon avis personnel, c'est qu'il y a une transformation des esprits de tout le monde. À la fin des années 80 et au début des années 90 du XXe siècle, nous avons constaté un certain, ce qu'on appelle un déclin du socialisme dans certains pays, par exemple l'ex-URSS et des pays à l'est de l'Europe.
Mais le développement de la Chine a prouvé que le marxisme et le socialisme sont toujours vivants. Elles sont toujours puissants pour transformer un pays arriéré en un pays développé. Donc, je pense que c'est une transformation des esprits des gens, non seulement en Chine, mais dans tous les autres pays. Ils ont trouvé que, peut-être il y a une autre voie à explorer pour se développer. Là, c'est également une transformation très, très importante. Excellence, intéressons-nous aux relations de coopération entre la République populaire de Chine et le Tchad. Je suis très content de répondre à cette question parce que depuis 3 ans que je suis ici, j'ai vu cette relation d'amitié et de coopération se développer avec une cadence accélérée. Il y a plusieurs projets de coopération qui sont en cours. Il y a des projets qui sont en plan, n'est-ce pas? Et ce que je voudrais dire que ces relations, ces coopérations entre la Chine et le Tchad, c'est entre États, c'est État à État, peuple à peuple. Donc bien sûr, nous coopérons toujours avec le gouvernement légal du Tchad et c'est pour bien mener ces projets, pour faire bénéficier ces projets à la population tchadienne. Et récemment, après la mort très très subite et malheureuse du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, nous avons renoué avec non seulement le Conseil militaire de transition, mais également le nouveau gouvernement de transition. Nous avons renoué plutôt ces liens de coopération. Donc je pense qu'il n'y a pas de changement pour le moment au niveau de la relation bilatérale entre nos deux pays et tous les projets en cours sont en opération. Donc, et on est en train de discuter des prochains projets de coopération. Donc l'amitié ne change pas et l'amitié n'a pas changé pendant cette période et je pense que cette relation d'amitié et de coopération va continuer à se développer et bénéficier à nos deux peuples ensemble. Chers auditeurs et téléspectateurs de l'ONAMA, nous sommes au terme de notre entretien. Nous avons reçu l'ambassadeur Li Jingjing, ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, c'est dans le cadre de la commémoration du 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Excellence, merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci. Merci auditeurs et téléspectateurs de l'ONAMA, Adef Ahmed Ben Rama et moi-même, nous vous disons merci pour votre fidélité. Au revoir.